Salutations compagnons et compagnonnettes. Aujourd'hui, nous sommes dans les souterrains de la batterie d'Asville, dans le Cotentin. Une des batteries qui soutient le secteur américain d'Utah Beach. La galerie dans laquelle nous nous trouvons est en béton armé. Elle est relativement étroite et elle permet de relier une casemate à une autre. Comme la plupart des batteries du mur de l'Atlantique, celle-ci a été construite à partir de 1942. Quand Hitler, ayant déclaré la guerre aux USA après Pearl Harbor en décembre 1941, a décidé de construire un front fortifié sur l'Atlantique pour éviter un débarquement anglo-américain. Ici, vous pouvez voir le coffrage des Allemands. On voit encore les empreintes des planches. Un trou d'aération. Et une alvéole pour permettre le stockage de matériel, d'obus ou d'autres choses. Souterrains qui sont néanmoins relativement proches de la surface, comme vous pouvez le voir. Voilà, on descend un peu plus. Alors, je suis ici dans un Tobruk. Un Tobruk, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bunker, c'est une espèce de trou bétonné avec un trou circulaire sur lequel est fixé normalement une espèce de rail sur lequel peut coulisser une mitrailleuse MG34 ou MG42. Ce petit bunker émerge juste au niveau du sol et permet donc de mitrailler en toute sécurité un assaut d'infanterie. En suivant les galeries bétonnées, nous sommes donc entrés dans l'abri H621. C'est un abri pour le personnel. Alors au départ, nous sommes reçus par la petite embrasure destinée à accueillir une mitrailleuse ou un fusil. Ainsi, le visiteur est d'emblée mis dans l'ambiance. Ici, la porte blindée qui défend l'entrée. Alors nous voyons en exergue sur la gauche la porte telle qu'elle était à l'origine. Une porte blindée de 4 cm d'épaisseur. Ici, la première salle. Celle destinée à accueillir le périscope, car il faut bien voir les ennemis qui peuvent survenir sur le toit du bunker. Voilà le trou par lequel le périscope émerge. Et ici, l'endroit où était posé le poêle à charbon, avec un système ingénieux destiné à dévier les éventuelles grenades lancées dans la cheminée au-dessus du toit, dans une espèce de réservoir sur la droite. Et ici le central téléphonique dont il ne reste plus que le câblage électrique et de téléphone. Enfin, nous arrivons dans la chambrée. Alors, nous sommes donc dans un abri pour le personnel. Il faut bien accueillir les soldats pour qu'ils puissent dormir. Cette photo vous laisse imaginer l'ambiance cordiale et chaleureuse du bunker. Nous voyons l'embrasure qui surveille l'entrée à partir de l'intérieur, avec le volet blindé de 4 cm d'épaisseur. À présent, le système de pompe pour éliminer les gaz, électrique si tout va bien, à main s'il y a un problème. Cela fait partie de l'équipement réglementaire des bunkers allemands. Et nous voici revenus dans une tranchée bétonnée, avec ici, imaginons-le à l'époque, les soldats allemands qui devait patrouiller. Et nous voici revenus dans une galerie souterraine. Bien évidemment, cela assure une protection contre les éventuels éclats d'obus, de bombes ou shrapnel qui pourraient tomber sur la batterie en cas d'attaque. Ici, nous avons un puits, littéralement encastré dans un bunker,
afin de faciliter la corvée d'eau en toute sécurité. À noter que cela est extrêmement rare. Je n'en ai pas vu beaucoup sur d'autres sites. Et nous débouchons à l'air libre pour avoir un panorama général sur les bunkers. Au premier plan, nous voyons la première casemate d'artillerie H650. Ici, l'encuvement pour pièces de flak, que nous redécouvrirons plus tard. Et donc, la casemate numéro 1, numéro 2 et un peu plus loin numéro 3. À noter la différence entre la casemate numéro 2 avec ses angles aigus et la casemate numéro 3 avec son absence d'angle. Et voici l'encuvement pour pièces de flak. Ici, un flak Verling 38, c'est-à-dire un affût antiaérien de 4 canons de 20 mm. Cette pièce est terriblement efficace contre les avions passant à basse altitude au-dessus de la batterie. La batterie d'Asville est composée d'un équipage de 170 hommes avec un officier, un commandant. Le 6 juin, la batterie est attaquée par une troupe de parachutistes, mais ceux-ci sont très vite repoussés. La batterie est donc laissée intacte. Par la suite, plusieurs assauts d'infanterie et de blindés sont lancés entre le 6 et le 9 juin. 2 Sherman vont y participer. Ils vont être détruits par les Allemands. Mais c'est surtout la puissance de la marine américaine qui va avoir raison de la batterie d'Asville. Derrière moi, les résultats d'un tir de 356 mm. Le tir a atterri directement sur le Tobruk, dont vous voyez encore la forme à l'intérieur. C'est-à-dire que l'obus a percé facilement 1,50 m à 2 m de béton armé, dont vous voyez le fer. Au niveau du camouflage, les Allemands sont très forts. Ici, on voit encore, près de 80 ans après, les peintures de camouflage et les peintures en trompe-l'œil, qui étaient destinées à transformer les casemates en vulgaires maisons d'habitation, vues à partir d'un avion, évidemment. Ici, toujours la meurtrière pour un fusil ou une mitrailleuse qui défend l'accès arrière de la casemate. Nous voyons le plan général de la batterie avec ses 4 casemates, ainsi qu'une photo d'époque démontrant les premiers bombardements. Après avoir visité la batterie de Merville, celle de Langue-sur-Mer, nous avons donc fait la première partie de la batterie d'Asville. Dans la seconde, je vous promets le récit du duel des artilleurs allemands de cette batterie avec le cuirassé USS Nevada. Vous connaissez l'USS Nevada? C'est l'un des rescapés de l'allée des cuirassés à Pearl Harbor, rescapé du 7 décembre 1941. Alors si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez partager et surtout vous pouvez vous abonner. J'ai besoin de vous pour faire progresser la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le Moyen-Âge. Et comme vous savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.